Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des matières premières qui baissent. Benjamin Louvet est à mes côtés en plateau pour en parler, gérant matières premières chez Ophi Asset Management. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Grégoire. Tellement parlé de l'envolée des matières premières, je trouve qu'on entend beaucoup moins de gens parler de la baisse des matières premières. On en parle pas mal. Globalement, le retentissement médiatique est un peu moins fort en dehors des cercles spécialisés, pour dire les choses pudiquement. On a d'autres sujets et des classes d'actifs un peu plus traditionnelles. Donc je voulais quand même que vous nous racontiez la baisse des matières premières, parce que ça baisse depuis plusieurs mois même maintenant pour certaines. Oui, ça baisse depuis plusieurs mois. Alors il y a des raisons évidentes et qui sont des raisons plutôt conjoncturelles, on y reviendra, mais dans les raisons conjoncturelles, bien évidemment, il y a le repricing du risque et notamment le risque de récession en Europe qui maintenant n'est plus un risque mais quasiment acté. Les prévisions de l'OCDE sont sorties hier, on voit moins 0,4 de croissance en Allemagne en 2023. On a bien évidemment un risque de récession pour l'instant modéré aux États-Unis, et donc tout ça tire un peu la demande a priori de matières premières à la baisse. On a également évidemment une problématique dollar, avec un dollar qui ne cesse de monter face aux autres devises, et donc vous le savez, les échanges de matières se faisant en dollars, le pouvoir d'achat des autres monnaies a tendance à être un peu restreint, et donc la demande de matières premières en pâtit un petit peu. Et puis on a surtout ce risque lié à la politique zéro Covid en Chine, qui contraint l'activité chinoise. Alors on se parle, il y a encore à peu près 300 millions de Chinois qui sont confinés d'une façon ou d'une autre. Sous mesures sanitaires, voilà, et donc ça contraint la production chinoise. Et je vous rappelle que la Chine, c'est à peu près 50% de la consommation de tous les métaux de la planète. Donc évidemment, quand la Chine ralentit, il y a des craintes sur le marché des métaux, et des craintes qui sont en partie confirmées. Quand on regarde les chiffres, par exemple, sur le zinc, on constate que la Chine, depuis 10 ans, est importatrice nette de zinc. Et cette année, la Chine exporte du zinc. Donc il y a des inquiétudes sur ce sujet qui font que aujourd'hui beaucoup d'investisseurs notamment ont souhaité sortir de ce marché, et l'équilibre à court terme, clairement, il est sur moins de demandes et donc potentiellement des prix un peu moins tendus sur le court terme. On parle de quel type de baisse, là, si on peut quantifier un peu? Alors moi j'ai regardé le pétrole qui a dû rebaisser, je sais pas, de 20-30% peut-être. Le pétrole est flat depuis le début de l'année. Non mais enfin, je veux dire, il s'est rien passé. On pose la question à 10 personnes là, même dans l'écosystème marché. Je suis pas sûr que tout le monde ait en tête que le pétrole ne rapporte plus rien depuis le début de l'année en dollars. Évidemment. Oui, tout à fait. Alors déjà, ça veut dire une chose. Ça veut dire que le prix du pétrole était déjà élevé en début d'année. Souvenez-vous, on en avait parlé. Il y avait des risques et des bonnes raisons d'avoir un prix du pétrole élevé en début d'année. Le pétrole est à $85, qui reste un prix élevé quand même, malgré tout, sur le Brent. Je pense qu'aujourd'hui, c'est là aussi une revalorisation de la croissance mondiale, avec des craintes de voir la demande mondiale, et pas seulement des craintes. Là aussi, en Chine, on a eu une baisse de la consommation. On a eu également un certain nombre de mesures qui ont été prises par les États-Unis, qui ont libéré une partie de leur stock stratégique pour assouplir un peu le marché. Mais j'ai envie de vous dire que sur l'ensemble des matières premières, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, et il ne faudrait pas, comme ça a pu être le cas par le passé, avoir l'impression de nager dans le pétrole ou avoir l'impression d'être très confortable au niveau des métaux industriels, parce que tout ça cache une autre réalité sur le marché physique. L'OPEP en a parlé sur le pétrole en disant attention, sur le marché physique, on ne voit pas du tout la même chose. Effectivement, à court terme, on pourrait avoir un petit recul de la demande, ce qui pourrait même nous amener à abaisser notre production. Mais sur le moyen terme, les risques sont toujours là. Le manque d'investissement va se faire ressentir. Et en fait, on a une fausse impression de sécurité qui pourrait nous amener, une fois qu'on aura passé le tumulte de cette récession et qu'on commencera à y voir plus clair sur des banques centrales qui seraient revenues sur des niveaux de taux plus normaux, entre guillemets, eh bien, on pourrait très vite se retrouver, si l'activité repart, avec des très fortes tensions à nouveau sur ce marché du pétrole et surtout sur le marché des métaux, qu'on a un peu tendance à oublier. Mais c'est vrai, je le disais, il y a cette fausse impression de sécurité. Quand on regarde les chiffres des stocks de métaux, sur le cuivre par exemple, on est sur des niveaux historiquement très bas, et on attend que cette production continue, enfin ces stocks continuent à reculer. Alors c'est lié au fait que on a par exemple au Chili, qui est le plus gros producteur de cuivre, cette année un recul de la production plutôt par rapport à ce qu'on a habituellement pour cette période de l'année. Donc il y a des difficultés au niveau de la production, il y a des grèves, il y a également un gouvernement qui est un peu moins favorable à l'activité minière. Donc tout ça amène une contraction sur la demande. Et puis côté
sur l'offre, pardon. Et côté demande, il y a aussi des éléments qui sont un peu interpellants. Je vais prendre l'exemple de la Chine. C'est vrai qu'on a l'habitude de regarder les métriques sur la Chine, on regarde beaucoup le marché de l'immobilier, et c'est vrai que sur le marché de l'immobilier, la demande de cuivre a reculé. On a à peu près 450 000 tonnes de cuivre de demande en moins depuis le début de l'année. Mais à côté de ça, les analystes ne regardent pas forcément les nouvelles métriques, et notamment tout ce qui a trait aux technologies vertes. Et quand on regarde la croissance de la demande de cuivre dans les technologies vertes en Chine depuis le début de l'année, on est à plus 550 000 tonnes. Ah oui. Et donc plus que la destruction de demande dans l'immobilier. C'est d'autres industries qu'immobilier qui tirent aujourd'hui, qui sont des drivers de plus en plus importants pour la consommation et la demande de cuivre. On voit ces stocks qui continuent à baisser. Donc maintenant, une fois qu'on a dit ça, vous comprenez bien que si la Chine arrive à stabiliser un peu sa situation sanitaire et que son activité reprend un peu, vu la volonté du gouvernement chinois de relancer l'économie, il y a eu un plan infrastructure avant l'été, il y a eu une baisse de taux, il y a eu une baisse des réserves réglementaires des banques, tout ça visant à stimuler l'activité, vous comprenez bien qu'une fois qu'on sort de tout ça, même si on a une récession encore en cours en Europe et une récession moyenne aux États-Unis, compte tenu de l'importance de la Chine sur ce marché, on pourrait très vite voir les prix de ces métaux repartir très fort. Et surtout, si on considère les problématiques moyen terme, il y a eu là aussi un manque d'investissement. On attend des projets cette année et l'année prochaine encore sur le cuivre. Mais les années suivantes, le pipeline de projets est assez vide, alors même qu'on sait que la demande va exploser à cause de l'ensemble de la nouvelle demande liée aux énergies renouvelables, à la forte demande. Le cuivre, je rappelle, c'est le couteau suisse de la transition énergétique. On en a besoin dans les chargeurs de batterie, on en a besoin dans les voitures électriques, dans les éoliennes, dans les panneaux solaires, on en a besoin partout. Emmanuel H. à l'IFPEN estime qu'à horizon 2050, on pourrait avoir consommé 92% des réserves de cuivre actuellement prouvées. Si on veut être sérieux sur la transition énergétique, alors pas d'inquiétude malgré tout, ce sont les réserves prouvées. Les réserves, c'est ce qui est aujourd'hui techniquement et économiquement récupérable. D'accord. Ce qui veut dire que si le prix du cuivre monte, eh bien on se retrouve avec des réserves suffisantes, donc on ne manquera pas de cuivre. Mais à quel prix ? C'est la même question qu'aujourd'hui, par exemple, on peut se poser sur le gaz pour cet hiver pour l'Europe. Je voulais dire un mot de l'or, parce que, alors bon, on n'en parle pas parce que l'or n'est pas du tout l'actif qu'il faut détenir visiblement dans la période actuelle. On a ce phénomène. Si vous le dites. Alors, non, mais c'est ma question. Je vous ai toujours entendu dire que l'or, il fallait regarder les taux réels et que c'est ce qui faisait bouger l'or au-delà de l'aspect physique du marché. Tout le monde retient protection contre l'inflation. C'est pas les taux réels qu'il faut regarder. Les taux réels remontent et vont peut-être encore remonter. Donc je comprends le mouvement de baisse de l'or comme étant corrélé parfaitement à cette affaire de taux réels. Qu'est-ce qu'on peut dire quand même des niveaux atteints ? On est sous les $1 700 l'once aujourd'hui. Qu'est-ce que ça reflète déjà comme niveau de taux réel, si je puis m'exprimer ainsi ? Et oui, effectivement, est-ce que là, il y a matière à être peut-être un peu plus constructif ? Alors, pour être tout à fait honnête, la baisse de l'or de cette ampleur, on ne l'avait pas vu venir parce que je ne pensais pas que les taux d'intérêt réel arriverait sur ces niveaux-là. Personne. Très honnêtement. Mais pas même les banquiers centraux. Et pour être très honnête avec vous, si on regarde le lien qui existe entre les taux réels et l'or, le cours de l'or aujourd'hui devrait plutôt se situer aux alentours de $1 500. D'accord. Voilà. Il tient bien pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a une prime géopolitique. Malgré tout, aujourd'hui, il y a quand même des craintes. Et puis, pour une deuxième raison, c'est que malgré tout, il y a un certain nombre d'investisseurs qui ont du mal à croire aux anticipations d'inflation qui sont prises dans les taux réels à long terme. Aujourd'hui, le 5 ans dans 5 ans estime un taux d'inflation aux alentours de 2 à 2,5%. Bon, nous, on a un peu de mal à y croire aussi. Je vais vous dire, d'abord parce qu'on a eu l'occasion d'en parler, il y a cette problématique de transition énergétique qui, pour nous, va avoir un impact inflationniste durable sur l'économie. Au-delà de ça, on a un autre problème, c'est que la hausse de taux va pouvoir avoir un impact sur la demande, c'est bien pour ça qu'elle est faite, pour restreindre la demande, mais elle arrive sur des économies qui sont déjà en ralentissement. Et ce que ne fait pas la hausse des taux, c'est régler les problèmes d'offres. Or, sur les matières premières, aujourd'hui, c'est essentiellement des problèmes d'offres qu'on a, de sous-investissement chronique. Donc, si on ne change pas notre consommation des matières premières, on rebutera sur ces problèmes. On va avoir à nouveau, et donc, pour nous, cette inflation pourrait plutôt se stabiliser aux alentours de 3,5 à 4% durablement du fait de cet impact des matières premières. On peut aussi parler des énergies. Le gaz va probablement, compte tenu de la situation avec la Russie, rester durablement élevé parce que malgré tout, on peut arriver à trouver du gaz par ailleurs, mais les terminaux de gaz naturel liquéfié n'étant pas infinis, ça veut dire que ce gaz, on le prend à quelqu'un d'autre, et donc on va l'avoir, mais on va l'avoir à un prix plus élevé. Donc il y a une compétition économique, et puis sur le pétrole, manque d'investissement qui fait que, pour nous, le prix du pétrole devrait se stabiliser plutôt aux alentours de $100, avec un risque
plutôt à la hausse en fonction de la reprise de l'économie. Donc on a là un potentiel d'inflation élevé. Côté taux, moi, je serais surpris que les taux d'intérêt réels puissent rester durablement au niveau où ils sont actuellement. Je parle des taux réels uniquement, donc différentiel taux d'intérêt nominaux et inflation. Pourquoi ? Simplement parce que je rappelle qu'on a des États qui sont extrêmement endettés. J'entendais ce matin encore une interview sur le sujet. Les intérêts de la dette en France cette année, ça va être 50 milliards d'euros. C'est-à-dire à peu près le budget du plus gros ministère français, le ministère de l'Éducation. Et François Villeroy de Galhau le rappelait il y a quelques temps, 1% de hausse de taux en France, c'est 7 à 8 milliards d'intérêts en plus. C'est l'équivalent du ministère de la Justice. Donc, c'est quelque chose qui est difficilement soutenable, en particulier en Europe, avec les spreads qu'on peut avoir, les écarts qu'on peut avoir avec les pays périphériques, avec la situation italienne qui va être particulièrement préoccupante et qui pourrait amener l'Europe à être obligée de mettre en place ces mécanismes d'anti-fragmentation qu'on attend de voir à l'œuvre. Donc, pour moi, on va devoir avoir une réadaptation des taux d'intérêt réels, soit par ajustement sur l'inflation, soit par ajustement sur les taux d'intérêt réels à cause de la dette et que les banques centrales ne pourront pas aller aussi loin qu'elles veulent. Dans tous les cas, ça devrait profiter à l'or. En gros, l'or, le moment d'y rentrer, ça va être bientôt quand on va commencer à voir les banques centrales arriver au maximum. Oui, le pic. Au pic de. On y a cru une première fois à l'été, c'était pas le moment. On est reparti pour un tour. Ça sera probablement quelque part au premier trimestre. Et comme le marché a toujours un peu d'avance, on peut penser que l'or pourrait retrouver des couleurs en fin d'année. Merci beaucoup Benjamin pour ce tour d'horizon du secteur et du segment des marchés premiers. Vous en êtes spécialiste. Benjamin Louvet, gérant matières premières chez Ophi Asset Management, était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.